Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette interview avec Laura Marie, orthophoniste, pour parler de l'orthographe française et surtout de comment la rendre moins complexe pour nos enfants. C'est une interview qui fait partie du Grammarly Literacy Event 2024, qui est un événement centré autour de l'alphabétisation multilingue. Donc si vous comprenez l'anglais, je vous invite aussi à découvrir toutes les autres interviews avec les experts et les chercheurs dans le domaine du multilinguisme. L'une des difficultés qu'on rencontre quand on élève des enfants dans un pays non francophone, c'est de leur apprendre à écrire en français. Je suis dans ce cas-là avec mes fils et un ouvrage qui m'aide tout particulièrement à simplifier l'orthographe, à expliquer les choses de manière simple et mémorable, c'est ce livre de Laura Marie qui s'appelle Mon répertoire des régularités orthographiques. C'est un livre qui nous montre les tendances de l'orthographe française, avec beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école, nous-mêmes en étant allés à l'école en France, avec plein de moyens mémotechniques pour retenir certaines règles ou tendances comme des images, des histoires. C'est vraiment bourré d'astuces et je le recommande à tous les profs et les parents qui veulent simplifier l'orthographe et la rendre beaucoup plus mémorable. Et si, comme moi, vous apprenez à vos enfants à lire et à écrire dans votre langue d'héritage, donc que ce soit le français ou d'autres langues, je vous invite à découvrir mon livre The Parents Guide to Raising Multiliterate Children. C'est un livre qui vous explique comment apprendre à vos enfants à lire et à écrire tout en passant par le jeu. Et pour l'instant, il est disponible qu'en anglais, mais à partir de décembre 2024 ou janvier 2025, il sera également disponible en français. Durant l'événement, il y aura également de nombreux prix à gagner et pour les pré-ados et ados francophones, je recommande ce livre de Dr. Amy Johansson qui s'appelle Les éditions bilingues, écrit en français et en anglais, et mes livres, mes autres livres qui sont également disponibles en français. Et maintenant, sans plus attendre, je vous invite à regarder cette interview sur l'orthographe française avec la fantastique Laura Marie. Bonjour Laura, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au Grammarly Literacy Event. C'est vraiment un grand honneur pour moi de parler aujourd'hui avec toi d'un gros problème pour beaucoup d'enfants francophones en fait, et j'étais l'un d'entre eux. J'avais beaucoup de mal avec l'orthographe, et donc on va parler de ça et de ton livre, donc mon répertoire des régularités orthographiques. Parce que c'est quelque chose qui touche les enfants francophones, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Et je trouve que c'est même encore plus compliqué quand, comme moi, on élève des enfants à l'étranger avec la langue française et qu'on veut qu'ils puissent écrire correctement. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oh, mais avec joie. Franchement, ça me fait plaisir de participer à cet événement et puis d'apporter un petit peu, voilà, un petit bout de mon expertise. Si ma contribution peut vraiment aider des familles, ben voilà, j'en suis ravie. C'est sûr, ça va aider beaucoup de gens. Merci beaucoup. Et du coup, alors, avant qu'on parle de ton livre, j'aimerais un peu comprendre qu'est-ce qui t'a amené à devenir orthophoniste et aussi, est-ce que toi, tu étais plutôt bonne ou mauvaise en orthographe quand tu étais petite? Alors, moi, l'orthophonie, je l'ai pas, enfin, ça m'est pas venu tout de suite. Ma première Mhm. vocation, on va dire, c'était plutôt l'enseignement. J'étais partie pour faire des études, enfin, j'ai fait des études de lettres, en fait. J'ai une licence en lettres et j'ai fait en France ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles, voilà. Et du coup, enfin, Cagne et Hippocagne pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai voilà, un cursus plutôt axé lettres, lettres classiques. Enfin, du coup, ce qui m'a amené, on en reparlera peut-être après, mais à étudier beaucoup le latin, le grec et du coup l'étymologie de la langue française. Enfin, c'est ce qui m'a donné ce goût-là, en fait, de la langue française. Et j'étais au début plutôt partie pour enseigner la langue française et être prof de français ou enseignante. Enfin, j'hésitais. Et puis, D'accord. quand j'étais dans ce cursus-là, je me disais, quand même, il y a un truc enfin, c'est pas suffisant. Je me vois pas devant une classe. J'ai plus envie d'une relation individuelle. Enfin, je sentais que Mhm. c'était peut-être pas quand même tout à fait la vocation que j'avais. Et j'ai toujours été aussi, donc au-delà des lettres et de la langue française, de l'écriture qui m'ont toujours passionnée, j'ai toujours été passionnée aussi de psychologie, de rapport avec l'humain, de sciences, de médecine. Et je me disais, ce serait quand même formidable si je pouvais trouver une façon de combiner ces deux intérêts, un métier qui puisse, voilà. Et c'est vrai qu'un
Bah, en fait, je suis allée me renseigner ce qu'on appelle en France un CIO, Centre d'information sur l'orientation. Et je sais plus, j'ai passé une batterie de tests et là-dedans, il y avait plusieurs métiers qui sont sortis. Il y a eu l'orthophonie. Je sais pas, ça a fait tilt tout de suite. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Ma sœur avait déjà consulté un orthophoniste quand elle était petite. Ça m'avait déjà interpellée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à creuser, 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 que je me suis rendu compte en fait que ce métier était vraiment à la jonction de tout ce que j'aime. C'est-à-dire du coup de Ouais, la pédagogie, de l'apprentissage, de la médecine, de la psychologie et qui me permettait vraiment d'apprendre aux gens, ou de réapprendre, ou de faire différemment, mais aussi d'avoir cet aspect soin, soin à la personne. Et voilà, ouais. c'est comme ça que ça m'est apparu. Et du coup, j'ai bifurqué, j'ai quitté mes études de lettres et d'enseignante pour du coup passer le concours d'orthophoniste et intégrer voilà, une école d'orthophonie. Et je suis content que tu soulignes le côté psychologie parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense quand on pense à l'orthophonie, à l'orthographe, écrit, etc. Mais il y a beaucoup de ressentis de la part de l'enfant et qui vont affecter s'il va retenir des choses, s'il va être motivé et tout. Et Complètement. ouais, super. L'état psychologique, enfin, c'est un peu comme la voix. La voix, c'est le reflet. Parce que du coup, nous, on est formé aussi à la voix, à la rééducation de la voix, mais la voix, c'est vraiment le reflet de l'état intérieur de la personne. Mais c'est pareil pour les apprentissages. C'est-à-dire que l'état intérieur, la psychologie, la motivation, la confiance en soi, ça va beaucoup se répercuter sur les apprentissages. Et l'écrit, c'est laisser une trace, en fait, tu vois. L'écrit, c'est laisser une trace de soi, c'est pouvoir. Et il y a des enfants qui en sont incapables, hein. Et j'ai déjà rencontré dans mon parcours et dans des enfants qui n'arrivent pas à passer à l'écrit, qui ont vraiment beaucoup de mal à retenir les règles. Et il y a aussi l'orthographe, le côté règles. Le côté règles, j'accepte les règles, je me plie à certaines règles. Et pour certains enfants, c'est assez compliqué l'orthographe parce que ça combine tout ça. Le fait de laisser une trace, le fait d'apprendre et le fait de respecter des règles. Et c'est pas toujours facile en fait. Donc, ouais, ouais. Des fois, il faut faire preuve de beaucoup de psychologie. D'accord. Et pour répondre à ta question Ouais, sur l'orthographe, si j'étais ouais. plutôt bonne en orthographe, oui. Oui, oui, franchement, moi, ça a toujours été une de mes matières favorites, en fait. Je pense, de mémoire, avoir toujours excellé en dictée et que c'était quelque Oh, chose waouh. qui m'est toujours venu spontanément, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir eu à apprendre l'orthographe, en fait. Au contraire des mathématiques, où j'ai un souvenir terrible des mathématiques, enfin, à pleurer, la géométrie, les maths, enfin, chez moi, c'était une catastrophe. L'orthographe, j'ai toujours... non, j'ai vraiment pas... D'ailleurs, quand je suis devenue orthophoniste et que je me suis mise à me pencher sur les mécanismes d'apprentissage de l'orthographe, je me suis replongée sur moi. Enfin, comment est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai des traces d'apprentissage? Et en fait, je me rappelle pas. Je me rappelle vraiment pas. J'ai demandé à mes parents, un petit peu à ma mère, ce qu'on faisait en devoir. Je ne savais pas ce qui nous avait été proposé. Là où en mathématiques, je me souviens très bien. Il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué. En lecture, ça m'a marqué aussi. Mais l'orthographe, j'ai pas de traces de l'orthographe, alors qu'il y a des gens qui en sont très marqués. Enfin, Oui, bah, et moi. oui, oui, toi, voilà. Moi, pas du tout. C'est vraiment pas. C'était un nom. Impression que du coup, j'ai pas eu. Ouais, que ça s'est fait naturellement, si tu veux, quoi. D'accord. Parce que Mais du coup, moi, par contre, c'était vraiment une grosse. Bon, peut-être c'est exagéré de dire une souffrance, mais c'était vraiment. J'aimais pas les dictées. Quand il fallait prendre des notes ou il fallait même écrire des lettres aux gens, hmm. bah, je stressais parce que je me disais, attends, je dois regarder dans un dictionnaire, etc. Et tu n'as pas de trouble Et des apprentissages? non. Non. Mais en fait, à 15 ans, j'ai eu un déclic. Et ce qui m'a donné le déclic, c'est pour ça que je parlais de psychologie, c'est parce que mon meilleur ami était super bon en orthographe, en dictée. Et ma mère m'avait dit, mais c'est parce qu'il lit beaucoup. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu lis en fait? Et il me dit non. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, en fait, il est illustrateur maintenant, il adorait dessiner. Donc je pense, parce que je me suis dit à l'époque, c'était que il était très bon pour voir les détails Hmm. et pour les retranscrire. Et que, bah, que ce soit les dessins ou pour l'orthographe, c'est un peu la même chose, il faut faire attention aux détails. Et que lui, bah, peut-être comme il avait une mémoire plus visuelle que moi, bah, c'était plus simple pour lui. Et C'est très compliqué les mécanismes de l'orthographe. On rentrera peut-être un peu plus dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a une part visuelle, c'est clair. Alors, en partie un mythe, cette histoire de dire que plus tu lis, mieux tu retiens l'orthographe. Enfin, il y a une part de vrai,
et une part de faux. Ça a été montré scientifiquement que oui, effectivement, la lecture va jouer dans une part de la construction de l'orthographe, c'est-à-dire que plus une personne donc là, je parle d'enfants, mais même d'apprenants, hein, parce que même des adultes qui, du coup, vont être confrontés à de la langue écrite d'une langue étrangère, euh, plus ils vont être confrontés aux formes écrites et aux structures récurrentes, du coup, les régularités orthographiques, plus il va y avoir des choses qui vont s'imprégner naturellement. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'en français, il n'y aura pas de double consonne en tout début de mot, par exemple. On va se rendre compte que il y a telle combinaison de lettres qui n'est pas possible, si tu veux. Ça a été démontré scientifiquement parce que du coup, en faisant des listes de pseudomots, les enfants se mettaient à entourer progressivement les mots qui étaient plutôt proches en fait de la structure du français. Donc je sais pas, par D'accord. exemple, le E à U en fin de mot. Là, on se rend compte que justement, quelqu'un qui est imprégné de la langue écrite va spontanément et implicitement retenir des structures récurrentes. Pour autant, D'accord. la langue française étant une langue dite semi-opaque, je ne sais pas si du coup ça, il y a déjà dans les interventions comment dire, un détail qui était fait là-dessus sur la transparence des langues et l'opacité des langues, mais comment dire, le français comme l'anglais sont des langues qui sont en fait assez complexes parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire un même son. S'il n'y a pas un apprentissage explicite, ça ne suffira pas. Et la lecture, en plus, plus on devient bon lecteur, plus en fait on scanne. On n'est pas en train de regarder le détail, en Ah, fait. On c'est va être vrai, ouais. attaché au sens plus qu'à la forme. Et c'est là que tu vois, au début, quand l'enfant est en cours d'apprentissage, il va à la fois faire attention au fond et à la forme. Donc, il va s'imprégner du coup des régularités orthographiques, mais plus il va être bon lecteur, plus il va être capable de passer sur la lecture comme un scan et de s'intéresser plus au fond qu'à la forme. Et du coup, à ce moment-là, c'est d'ailleurs pour ça que des fois, j'ai des patients où ils me disent, je comprends pas pourquoi mon orthographe est comme ça, alors que je lis et je lis et je lis et je lis, ça s'améliore toujours pas. Et parce qu'en fait, ils sont dans l'histoire, ils sont en train de lire, ils sont dans le fond, ils sont Ouais. pas dans la forme. Et s'il n'y a pas un intérêt spécifique, explicite porté sur la forme, mais il y a plein de spécificités de l'orthographe du français qui passent à la trappe, comme les doubles consonnes, comme les consonnes muettes, comme plein de choses. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est important d'avoir un apprentissage explicite. Ah, bah merci. Parce que du coup, ouais, cette histoire de il faut lire beaucoup pour être bon en orthographe, on peut dire que bah, c'est pas forcément vrai. En En tout cas, partie. à part le. Ouais, Au démarrage, oui, ça va imprégner, ça va commencer par donner, voilà, ça donne une image globale de la langue écrite. ouais, Ça suffit pas à avoir une orthographe solide. ouais. Ça suffit pas. Non. D'accord. Super. Et du coup, alors, donc pour cet événement, il y a beaucoup de parents qui vont voir les interviews. Et donc, quand on est un parent et qu'on élève son enfant à l'étranger, qu'on veut lui passer la langue, euh, souvent, on reproduit un peu ce que nous, on a appris à l'école. Euh, on se dit que comme on a appris, c'est comme il faut qu'on enseigne à notre enfant. Du coup, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à des choses que je me souviens avoir faites. Hmm. Donc, comme moi, j'ai été un peu traumatisé. Donc toi, tu Euh, n'as pas envie de reproduire les mêmes choses. voilà, mais c'est vraiment ça. En fait, je me suis dit, je voulais vraiment comprendre ce qui n'avait pas marché avec moi et l'éviter et essayer de faire, de donner d'autres solutions que j'ai découvert par la suite que ça avait marché avec moi. Mais du coup, alors il y a plusieurs choses dont j'aimerais te parler. Ouais. D'abord, alors est-ce que ça sert à quelque chose de donner des listes de mots aux enfants à apprendre par cœur euh, pour une dictée juste de mots? Sans forcément expliquer ce que veulent dire les mots. Donc, juste se baser sur l'orthographe. Non. Non. Ouais, Autant te dire que ce genre de... Enfin, alors l'apprentissage par cœur, on peut en débattre, ça peut être intéressant. Enfin, mais s'il n'y a aucune explication derrière, s'il n'y a aucun étayage, s'il y a Alors, il faut vraiment se mettre en tête que l'orthographe, comme la lecture, hein, ça a été démontré, font partie des apprentissages qui ont besoin d'être explicités. On ne peut pas faire de l'implicite avec de l'orthographe, ça ne fonctionne pas. Il faut de l'explicite. Donc, si tu te contentes d'éditer, de donner une liste de mots aux enfants, mémorise et juste du coup photographie le mot,
ça ne marchera pas. Enfin, alors ça va marcher avec une faible pourcentage, parce qu'il y a des gens qui réussissent à apprendre, enfin, on a tous les cas dans la nature, si tu veux. Il y a Ouais, des gens qui ont une mémoire photographique extraordinaire, il y a des gens qui vont pouvoir mémoriser, comme on le disait, de façon visuelle, de façon, voilà. Mais ça ne concerne pas la majorité des gens. Et pour que l'orthographe soit enseignée efficacement, il faut vraiment passer par une phase explicite. C'est-à-dire que si tu donnes une liste de mots, alors déjà, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer sur mes réseaux sociaux aux enseignants pour qu'ils puissent un petit peu changer leur façon de faire. Déjà, les listes de mots par thème, c'est-à-dire du coup, on apprend les mots qui vont apparaître dans la dictée en fonction du thème, je sais pas, de la peinture, du coup, des mots très différents les uns des autres. Déjà, ça complexifie beaucoup la tâche parce qu'on peut avoir des mots complètement différents qui orthographiquement ne sont pas proches les uns des autres. Déjà, c'est une première chose. Moi, si on part sur un travail avec des listes de mots, moi, je préfère recommander qu'il y ait des liens entre les mots, c'est-à-dire soit un lien morphologique, c'est-à-dire que les mots viennent de la même famille, par exemple. Je ne sais pas, on apprend le mot lait, tu sais, la boisson. LAIT, puis on peut faire laitier, laitière, laiterie, enfin voilà, faire ouais. des dérivés. Ou alors on peut aussi apprendre des mots qui se ressemblent, qui sont par analogie, si tu veux, qui vont avoir Ouais. une lettre muette en commun ou qui vont se ressembler. Ça a plus de sens et pour le cerveau, c'est plus facile en fait de se rappeler que si du coup on a beaucoup de mots, parce qu'il y a une déperdition énorme. Si du coup, alors, puis c'est pareil, il y a le nombre de mots qu'on donne dans la liste. Moi, j'aime bien dire que 5 c'est bien, tu vois, 5 par semaine, c'est bien. Mais des fois, moi, je vois des patients, j'ai des enfants, c'est 30 mots par semaine. Autant te dire que 30 mots par semaine, même chez des enfants de CM2, donc qui ont 10 ans, et même chez des enfants qui n'ont pas de trouble des apprentissages, mais la déperdition est énormissime. C'est Et quasiment surtout, apprendre pour rien, en fait. ouais. Surtout Voilà. si c'est des mots un peu aléatoires qui Ouais. ont rien en commun. Ouais. Surtout si c'est des mots aléatoires et surtout si c'est utilisé que pour la dictée et qu'ensuite il n'y a pas de réemploi derrière. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que moi, je vois souvent des listes qui sont données pour la dictée, qui va en gros marquer la fin de la séquence d'apprentissage. Voilà, cette semaine, tu apprends tel mot, on fait la dictée, puis après, on passe à une autre liste de mots, on fait la dictée, puis après, on passe à une autre liste de mots. Mais les mots qu'on a appris la semaine passée, ben, on devrait les réemployer. C'est-à-dire qu'on devrait faire, ça devrait entrer dans le lexique de l'enfant, le lexique Un écrit. renforcement. Voilà, les renforcer, parce qu'en fait, un mot qu'on voit une fois ou deux, ben on le mémorise pas en fait. Il faut le réemployer, il faut que ça vienne du coup dans les mots qu'on... Donc il faudrait les réutiliser dans des petites expressions écrites, dans la création de phrases. En fait, il y a plein d'activités sympathiques à faire, mais souvent, c'est pas ce qu'on voit. Mais moi, je préconise du coup si on part sur des listes de mots, déjà de prendre des listes de mots qui se ressemblent plutôt, de les réemployer dans la dictée, mais ensuite de les revoir régulièrement de semaine en semaine. Ouais. Voilà, un apprentissage plutôt spiralaire que linéaire, tu vois. C'est-à-dire, je vois, je révise, je vois, je révise, je vois, je révise, et on continue comme ça, par réemployer ces mots-là, et pas je passe d'un truc à l'autre et on oublie, on tourne la page, parce que ça, c'est finalement pas efficace. Ouais. Ben, je peux en témoigner. Du coup, la deuxième chose, c'est par rapport à la dictée. Et donc, quand j'étais en primaire, j'ai toujours eu des profs qui nous faisaient des dictées sur des textes qu'on connaissait pas. Donc, ils lisaient un texte qu'on découvre au moment de la dictée. Mais je sais que j'avais des copains dans d'autres classes où les profs leur demandaient d'apprendre le texte à la maison. Donc, ils appelaient ça une autodictée. Ils l'apprenaient à la maison et après, ils venaient en classe et ils devaient tout réécrire avec la bonne ponctuation, etc. Est-ce Ouais. que Alors, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou les deux, il faut faire d'une certaine manière pour que ça ait de la valeur? Qu'est-ce que tu en Pour penses? moi, l'autodictée, ça n'a pas de valeur. Franchement, c'est presque de la méthode globale. Tu sais, on parle de la méthode globale en lecture. Ouais, C'est-à-dire du coup faire de l'imprégnation. Alors en soi, la méthode globale est très peu appliquée. On a plutôt des méthodes semi-globales ou enfin voilà. Mais en fait, ce que les profs n'ont pas conscience, c'est que l'autodictée, c'est la méthode globale appliquée à l'orthographe en fait. C'est de l'imprégnation. C'est tout sauf ce qu'on a envie de faire. Ça se pratiquait beaucoup dans les années 90. Et c'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe, ça ne construit pas en fait une orthographe solide et c'est surtout que, bon, là du coup on va amener l'enfant à travailler plutôt ses compétences de mémoire et de mémoire visuelle, mais on va pas travailler ses compétences orthographiques, c'est-à-dire que euh,
l'enfant va mémoriser le mot un petit peu comme une photo, mais il va pas forcément non plus du coup faire tous les liens entre la grammaire, tu sais, parce qu'en fait, le but de la dictée, c'est de pratiquer la langue écrite dans un... Moi, j'aime les dictées. Moi, j'aime les dictées. Je trouve que c'est un exercice qui est intéressant, s'il est bien pensé, s'il est bien amené, parce que c'est un exercice de réinvestissement intéressant qui est cadré. C'est-à-dire que dans les expressions libres, on va utiliser la langue écrite pour inventer une histoire, pour raconter des choses, pour mettre des pensées sur écrit, c'est autre chose. Mais disons que la dictée, c'est normalement un travail dirigé, semi-dirigé, qui permet justement d'exercer dans un cadre, si tu veux. Oui. Et c'est pas mal parce que du coup, ça permet de réemployer des mots, de s'exercer à tout ce qui va être syntaxe, appliquer les règles, les conjugaisons, etc. Sauf que souvent, c'est pratiqué un peu comme tu le dis, c'est-à-dire on a un texte un peu inconnu, avec trop de complexité, c'est-à-dire que c'est pas assez progressif. On va d'emblée demander aux enfants, alors parfois du coup on leur donne la liste en amont, mais du coup dedans il va y avoir des conjugaisons, des accords, du lexical. En fait, d'un coup, pouf, on a tous les niveaux d'orthographe, parce que du coup en orthographe c'est un petit millefeuille, on a l'orthographe phonétique, du coup savoir transposer en son, enfin les sons en lettres. On a l'orthographe lexicale qui vient se surajouter, c'est-à-dire du coup, je mémorise vraiment la forme du mot. Est-ce qu'il y a des doubles consonnes? Est-ce qu'il y a des lettres muettes? Voilà, comment s'orthographie le mot. Et il y a ensuite l'orthographe grammaticale qui vient de greffer à ça, c'est-à-dire les mots entre eux interagissent, ils ont des fonctions, des rôles, ils vont prendre des... Voilà, on va mettre des marques du féminin, du pluriel, etc. Et ça, mettre tout ça d'un coup de façon pas très progressive, ben, en fait, ça mène souvent à une surcharge cognitive beaucoup trop importante. Et souvent, donc, la pratique de la dictée telle que tu l'as décrite, c'est-à-dire je connais pas le texte et on pratique, voilà, on s'entraîne à la dictée, mais sans objectif. C'est-à-dire, moi j'ai tendance à conseiller aux profs de faire des dictées uniquement lexicales ou des dictées uniquement grammaticales. C'est-à-dire, quand j'ai envie de faire progresser les enfants sur un point lexical, donc par exemple, je sais pas, cette semaine, on voit la règle du MBP, par exemple. Donc, quand on a les sons en devant un P ou un B, on va le changer en M. Donc voilà, ça c'est une règle en soi. Et bien du coup, on va proposer une dictée qui va comporter ces mots-là, la jambe, la chambre, le jambon, je sais pas quoi. Mais du coup, on va pas y mettre de complexité grammaticale, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener les enfants à réfléchir à ça. Quand est-ce que je mets le N, quand est-ce que je mets le M? Ils ont déjà une gymnastique suffisante à faire ça, mais on va pas y ajouter des S, des ENT, des conjugaisons, des machins. Parce que là, l'objectif, c'est de les faire réfléchir à cette histoire de MBP. Au contraire, si j'ai plutôt envie de travailler les accords ou les terminaisons de l'imparfait, et ben dans ces cas-là, je choisis un lexique simple, du coup, que les enfants connaissent bien, la maison, la voiture, je sais pas quoi. Et là, du coup, on attire l'attention de l'enfant sur, ben, j'aimerais que tu fasses vraiment attention plus à tes conjugaisons de l'imparfait. Là, ça va être vraiment un entraînement sur la... Enfin, tu vois, isoler la difficulté. Ça, c'est vraiment ce que je recommande, c'est isoler la difficulté et travailler un objectif à la fois, ou deux, mais progressivement. C'est-à-dire qu'avec des enfants de CE1, on va avoir un objectif à la fois, avec des enfants de CE2 aussi, puis après en CM1, on peut faire plusieurs, mais... Ou alors des dictées progressives, tu vois. C'est-à-dire, jour 1, on fait juste des phrases, jour 2, enfin, il y a plein de façons de faire. Mais en général, ce que je reproche à cet exercice de dictée, c'est qu'il y a trop de complexité ensemble d'un coup. Et l'autodictée, ben, en fait, elle demande juste de recracher le truc sans réflexion orthographique derrière. C'est pas explicite. Là, on est dans l'implicite et c'est de la méthode globale. Ça peut fonctionner pour certains qui ont une excellente mémoire. Mais à la limite, ils vont apprendre, un peu comme la lecture, ils vont apprendre sans comprendre comment se fait l'encodage, parce qu'ils vont être capables, grâce à leur grande capacité de mémoire, de ressortir le texte. Mais ça ne les amènera pas à amener une bonne réflexion syntaxique, à mener une bonne réflexion grammaticale. Donc c'est assez inefficace en fait. Ok, bah, ça Voilà. me rassure par rapport à ce que je fais avec mes enfants, parce que du coup, je voulais les amener jusqu'à la dictée, écrire des textes. Et au début, je suis vraiment parti sur... Il y avait un texte, mais j'enlevais juste certains mots. Et quand, par exemple, on travaillait sur le se ou the, parce qu'ils n'arrivaient pas à Oui. savoir quand est-ce qu'il y avait un S ou deux S, Ah oui. du Bah coup, tous oui. les mots comme ça, bah, je les ai enlevés. Oh non, je crois même au début, j'ai juste laissé l'espace pour mettre un S ou deux S. Mhm. Mais il y avait un texte quand même, parce que je voulais les amener petit à petit à écrire plus dans la dictée, quoi. Oui, alors après, il y a des grandes discussions autour de ça, autour des spécialistes, sur justement les choses à compléter. Et je fais partie de ceux qui pensent que, en fait, c'est mieux de donner moins, Ouais. mais de laisser écrire l'enfant tout.
Enfin, c'est-à-dire du coup, D'accord. pas avoir Oui, juste à compléter un S2S ou alors. Moi, ce que je fais en général pour ma fille, pour mes patients, c'est que je passe beaucoup par une phase d'oral. ouais. En fait, il faut être très progressif. C'est-à-dire que, par exemple, je leur fais un carton un S, un carton 2S. Et je leur demande de réfléchir sans qu'il y ait la contrainte écrite. C'est-à-dire, parce qu'en fait, Ah oui, il faut d'accord. avoir bien conscience que l'écrit, c'est déjà une activité super complexe parce que je dois tenir mon crayon, parce que je dois bien positionner, parce que je dois respecter des lignes, parce que je dois aller chercher la forme du mot dans ma tête. En fait, c'est déjà beaucoup d'étapes. Donc, quand on veut travailler l'orthographe, moi, ce que je conseille, c'est déjà de la travailler à l'oral. C'est-à-dire, du coup, je sais pas, si, comme on prend l'exemple du 1S2S ou NM pour le MBP par exemple, je fais un petit carton et je donne le mot poisson par exemple, elle va me lever le carton 2S parce qu'elle réfléchit. Justement, ça demande de réfléchir, est-ce que du coup ça va être entre deux voyelles ou pas? Ça peut être intéressant de le faire à l'oral. Ensuite, l'étape d'après, ça peut être de faire mes dictées de mots seulement, si tu veux poisson, poison, poussin, etc. Moi, c'est ce que je fais en général. Et puis ensuite, dictée de phrases. Voilà. Pour que Ok. du coup, ce soit assez progressif. En général, on y va de façon trop rentre dedans, tu vois. Trop rentre dedans et un peu trop de complexité à la fois. Oui, parce que je pense que quand on est adulte, on a oublié tous les chemins par lesquels on est passé Oui. et on se dit, bah, c'est facile pour moi. Mais J'essaie de on a déjà simplifier, mais automatisé tellement de ouais, processus que du coup, on se rend plus compte de. Après, ça dépend de l'âge des enfants, hein. Ça dépend de l'âge des enfants. Parce que là, enfin, j'ai en tête ma fille qui est du coup en CE2. Elle a déjà bien automatisé, mais des enfants de CP, CE1, ils sont en plein développement du langage écrit. Donc là, il faut être hyper simple et voilà. Après, des enfants de 10 ans, normalement, il y a des processus qui se sont déjà. Enfin, voilà, tout dépend de l'âge, tout dépend des capacités, tout dépend des difficultés ou pas. S'il y a un trouble des apprentissages, par contre, c'est sûr, il faut isoler la difficulté au maximum. Enfin, y aller de façon très progressive, quoi. ok. Yes. Voilà. Du coup, le troisième point sur lequel je voulais, comment on dit? Le troisième point sur lequel je voulais discuter, ça se dit comme ça, Non, que je duquel je voulais veux... aborder Ah, merci. ou... Donc, le troisième point que je voulais aborder, c'est par rapport à la correction et quand corriger. Donc, Oui. en fait, je me suis aperçu de ça en tant que parent, parce que quand j'étais petit à l'école, donc que ce soit une dictée ou que ce soit une rédaction, les profs corrigeaient tout, ou ils soulignaient, ils mettaient par exemple, comment dire, enfin, ils mettaient ah, j'ai oublié le mot. Des petites vagues, quoi. Ils soulignent ou... Ils soulignent, mais ils mettaient, par exemple, PL pour pluriel ou des choses Ah comme ça. oui, ah oui, des Voilà. annotations, quoi. Voilà, ils mettaient des annotations. Et, euh, mais pour tout, mais en Angleterre, donc mes enfants sont à l'école en Angleterre, j'ai vu que quand ils écrivaient dans leur cahier, les profs laissaient toutes les fautes. Ouais, Et, ouais. j'aurais demandé, mais pourquoi vous corrigez rien du tout? Mm. Et ils ont dit, bah, en fait, c'était au début, ils ont dit, bah, là, on veut leur donner le goût de vouloir écrire des histoires, etc. Donc, on corrige pas. Quand on corrige, c'est vraiment quand la tâche dit qu'on va corriger, donc que ce soit une dictée de mots ou quelque chose comme ça. Mais quand c'est, par exemple, une expression écrite où ils vont inventer une histoire, là, on va pas, tant que ça veut, on peut comprendre le mot, donc tant qu'il y a une logique, ah oui, ce son, on va le retranscrire comme ça, ils vont le laisser. Il y a une différence assez importante entre ce qui se pratique dans le monde anglophone et en France. Il y a des articles scientifiques qui sont sortis là-dessus. Je sais que la question n'est pas encore super tranchée parce que du coup, il y a des partisans du sans faute et on n'expose pas l'enfant à l'erreur. Et il y a des partisans de... En fait, on fait en fonction de la tâche, c'est-à-dire si l'objectif c'est de faire attention à l'orthographe, et ben on fait attention à l'orthographe et là on corrige l'enfant. Si la tâche est autre, c'est-à-dire de la création, mettre mes idées sur le papier, là, du coup, on le fait pas. Moi, ce que j'ai lu sur les papiers scientifiques à l'heure actuelle, c'est que quand un enfant en est encore un peu au stade phonologique de l'écriture, c'est-à-dire qu'il en est encore à transcrire les sons et qu'il n'est pas encore rentré trop dans l'orthographe lexicale, donc là, c'est en gros 5, 6, 7 ans, ça n'a aucune incidence en fait sur la construction future de son orthographe, de le laisser, enfin voilà, qu'il soit confronté à l'erreur. Voilà, ce qui compte, c'est surtout du coup la transcription phonétique. Ouais. Après,
La question se pose, mais moi j'ai tendance à dire effectivement que ça dépend de la tâche. C'est-à-dire que du coup, euh, ça a tendance à brider les enfants. Enfin, moi, je trouve qu'en France, quand même, quand on a des copies qui reviennent et qui sont toutes bardées de rouge, c'est quand même pas hyper valorisant. Ça va pas du tout dans le sens de je te valorise et je valorise la tâche que tu as faite. Souvent, d'ailleurs, moi, j'ai des enfants qui sont dysorthographiques et qui font des bonnes productions écrites, hein. Ils ont eu des jolies idées. Mais ce qui ressort visuellement, c'est pas ça. C'est qu'on se dit pas, bah, c'était chouette ce que tu as écrit, quoi. Et eux-mêmes, du coup, repartent avec cette idée-là de, ben, c'est pas, voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête, encore une fois, bah, l'objectif qu'on a. Est-ce que l'objectif, il est la correction du français, enfin, du coup, la correction de la langue, ou est-ce qu'il est plutôt, du coup, d'être dans la création pure? Et les études qu'on a en la matière tentent à montrer que, justement, quand on est dans de la création pure, voilà, ça n'a pas d'incidence, en fait, sur, voilà, sur la, comment dire, sur la construction de l'orthographe ensuite. Après, moi, j'ai tendance à recommander quand même, alors, de, comment dire, quand ils sont un peu plus grands et qu'ils sont à un âge plutôt lexical et où c'est quelque chose qui nous intéresse, de fournir des lexiques, c'est-à-dire éventuellement, du coup, de donner un thème sur lequel on puisse écrire et de pas les laisser partir complètement, enfin, du coup, de leur donner, par exemple, un petit vocabulaire, voilà, un petit lexique. Je sais pas, si tu écris sur le thème des vacances, bah justement, écrire le mot vacances pour que l'enfant sache bien le en, le c'est, enfin, plein de choses, quoi. Donner le thème enfin, justement, vacances, voyage, des mots qui peuvent être compliqués que l'enfant peut utiliser pour que, du coup, il y ait D'accord. ça limite les erreurs, si tu veux. On est un petit peu un cadre, euh, tout en laissant quand même la créativité Voilà. Moi, j'aime bien cet entre-deux-là. C'est-à-dire, à 5, 6, 7 ans, on s'en fiche un petit peu. C'est-à-dire, l'objectif, il est surtout le renforcement de l'orthographe phonétique. Après, quand ils ont 8, 9, 10 ans, ça peut être intéressant de leur fournir des petits lexiques. Mais moi, je suis pas pour qu'effectivement, quand on est dans des activités créatives, on barde de rouge le truc, tu vois. Je trouve que c'est plutôt contre-productif qu'autre chose, en fait. Moi, je suis plutôt là pour le coup. En plus, tu vois, j'ai déménagé là. Moi, cet été, je suis en Irlande. Du coup, je découvre le monde anglo-saxon et le bilinguisme aussi, enfin même le plurilinguisme, parce que là, mes filles sont dans une école où on parle le gaélique et l'anglais. Du coup, elles apprennent ensemble le gaélique et l'anglais. Et ils sont vachement dans le renforcement positif, en fait. Et chose que je trouve qui manque beaucoup en France. Et enfin, voilà. Et je trouve quand même que le côté anglo-saxon, un petit peu cheery up, là, du coup, on est vraiment. Bah, c'est quand même vraiment bien pour la confiance en soi et l'image de soi. Ouais, merci. Du coup, maintenant, j'aimerais passer un peu à ton métier d'orthophoniste. Enfin, on a déjà beaucoup parlé de ce que tu fais, mais par rapport aux enfants que tu vois, donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent te voir parce que, par exemple, ils sont dyslexiques, mais est-ce qu'il y a aussi des enfants qui viennent te voir parce que ils ont aucun trouble, mais la manière dont on leur a enseigné à lire et à écrire était pas forcément la meilleure et que du coup, ça les a un peu embrouillés. Est-ce qu'il y a des enfants comme ça aussi? Ça arrive. Ça arrive. Et franchement, il y a un stade où des fois, en plus, quand ils sont plus grands, c'est pas forcément facile de faire la part entre le trouble ou pas le trouble. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des mauvaises méthodes d'apprentissage qui peuvent créer des pseudo-troubles. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'enfant a un trouble alors que non. En général, justement, enfin, dans le cadre de la dyslexie et de la dysorthographie, c'est des enfants qui vont pas avoir trop de difficultés phonologiques, enfin bon, dans les bilans, on se dit, c'est quand même curieux que ce soit comme ça. Il n'y a pas trop de D'accord. difficultés de mémoire de travail. Enfin bon, quand on analyse le bilan, voilà, ça arrive. Heureusement, c'est pas la majorité quand même. Ouais. Ça arrive plus dans les enfin, au début de l'apprentissage. C'est-à-dire que du coup, il y a quand même, moi, ça m'arrive plus en lecture qu'en orthographe. C'est-à-dire que du coup, j'ai des enfants qui m'arrivent qui ont du mal à démarrer en lecture. On pourrait croire à une dyslexie, mais en fait non. C'est plutôt bah, en fait la méthode qui correspond pas. Une méthode trop globale, une méthode qui correspond pas. Et quand on apporte justement, mais bon, en fait, ce qui va faire la différence entre ces enfants-là et les enfants qui ont des troubles, c'est que quand on apporte la pédagogie adaptée, euh, ça, ça part tout de suite en fait. C'est-à-dire que du D'accord. coup,
Là où un trouble, même si on change de pédagogie, disons que ça pourra faciliter les choses, mais ça restera compliqué en fait. C'est-à-dire que un enfant, ce qui différencie un enfant qui a un trouble d'un enfant qui n'a pas de trouble, c'est que le trouble persiste toujours, quelle que soit la pédagogie qu'on aborde, enfin qu'on propose. Alors plus ou moins, parce que du coup, il y a quand même des pédagogies généralement qui facilitent les choses, mais quand même, ça reste coûteux, ça reste lent, ça reste difficile. Mais ça m'arrive et ça m'est arrivé. Ça fait 10 ans que je suis orthophoniste et oui, ça m'est arrivé d'avoir des enfants et de me dire: «Mais pourquoi est-ce que pourquoi?» Voilà. Mais du coup, ils en sont à un stade où c'est tellement quand même compliqué pour eux qu'on les aide quand même pour leur permettre de rejoindre le circuit. En général, c'est des rééducations qui durent pas très longtemps du coup, mais ça arrive. Ça arrive, même si c'est pas du tout la majorité effectivement de ma patientèle et heureusement, parce que du coup, ce serait inquiétant quand même. Ça voudrait dire qu'il y a quand même beaucoup de pédagogie pas adaptée, quoi. Ouais. Et du coup, alors, c'est quoi tout à l'heure, tu as dit sur les réseaux sociaux, tu essaies un peu d'alerter les enseignants par rapport aux choses qu'il faudrait pas faire ou aux choses qu'il faudrait faire à la place. C'est quoi les choses qui reviennent le plus ou les plus importantes peut-être qu'il faudrait que tout le monde comprenne? Ouais. Là, alors, que ce soit alors en lecture ou en orthographe, les 2. Enfin, que ce Ouais, soit les deux, ouais. de toute façon, là, tu vois, tous les papiers scientifiques qui sortent là-dessus s'accordent à dire que, l'apprentissage de la lecture et l'apprentissage de l'orthographe doivent passer par de l'apprentissage explicite. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut plus, faire de l'implicite, de l'imprégnation, du global. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Tout ce qui va amener les enfants à apprendre de façon globale, c'est à proscrire, complètement et il faut passer par une phase, d'explicitation et même, enfin voilà. Donc le minimum possible de global, le plus possible d'explicite et quand on est au tout début, c'est-à-dire du coup quand on a des enfants qui démarrent, l'entrée de la lecture et de l'écriture, ce qui aide beaucoup, c'est justement de lier les 2, c'est-à-dire de faire du décodage et de l'encodage. Alors, décodage, c'est lire, c'est-à-dire du coup, on décode, on enlève le code, c'est-à-dire qu'on a le code écrit, on le lit. Ça, c'est du décodage. L'encodage, au contraire, c'est mettre en code, c'est-à-dire du coup, venir, ben, coder la langue orale. Donc c'est le fait d'écrire et on s'est rendu compte que, là, tu vois, on le faisait pas forcément. Spontanément, on pourrait se dire que on va amener d'abord les enfants à apprendre à lire avant de commencer à écrire. Parce que c'est déjà une tâche suffisamment complexe d'apprendre à lire et que du coup, il faut pas mettre, la charrue avant les bœufs. En fait, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire plus tôt l'enfant commence à encoder. Alors quand je dis encoder à cet âge-là, c'est des mots simples, hein, c'est-à-dire du coup des mots transparents. Là, je parle pas d'orthographe dans le sens je mémorise les doubles consonnes, Comprendre la mécanique, en fait. voilà, la mécanique, du phonique, enfin voilà, vraiment quelque chose de basique, lavabo, domino, des choses comme ça. Plus l'enfant commence tôt à encoder et à mettre en mots, plus en fait il va progresser dans son décodage. C'est vraiment 2 mécanismes qui sont interdépendants et il faut pas hésiter. Et il y a d'ailleurs des enfants qui démarrent pas en lecture. La lecture, en fait, c'est une tâche qui est cognitivement très lourde parce que du coup, il faut décoder chaque son, retenir tous les sons qu'il y a dans le mot, c'est-à-dire ça va charger beaucoup la mémoire de travail. Et ensuite, il faut qu'on mette les mots, les sons tous ensemble pour savoir, tu vois, j'ai fait l, a, a, je viens de dire lama. Enfin, si tu veux, du coup, il faut que l'enfant, dans sa mémoire de travail, il retienne tout ça Mmh. pour réussir à faire sens sur le mot lama. En fait, alors que l'encodage, c'est le mécanisme inverse. Du coup, il va avoir une image de lama et on va lui demander d'écrire le mot lama, alors soit avec des lettres muettes, soit avec l'écrit. Mais on va dire qu'au début, c'est mieux d'enlever la contrainte de l'écrit pour être vraiment dans l'encodage. Ben là, l'enfant, comme il a déjà le mot lama, il va avoir qu'à se concentrer à détailler. Et en fait, ça charge beaucoup moins la mémoire de travail. C'est D'accord. finalement une tâche plus simple que la lecture et ça permet aux enfants d'automatiser beaucoup plus, tout ce qui va être fusion de sons et du coup, ça va beaucoup servir le processus de lecture. Donc vraiment, s'il y a un conseil à donner, c'est vraiment d'amener de l'encodage très tôt dans l'apprentissage. Et puis concernant un peu plus loin, quand on est avec des plus grands, c'est un Ouais. peu ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné déjà des conseils, mais concernant la dictée, la pratique de la dictée, méfiance avec les dictées de mots. Pensez bien vos dictées de mots en amont, pas proposer des mots trop compliqués. C'est-à-dire, en fait, il faut viser des mots fréquents qui sont du coup utilisés et utilisables par l'enfant. Je sais pas si ça vaut la peine d'aller faire
des dictées où on va apprendre le mot sphinx, le mot pharaon, le mot... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a envie de faire une dictée sur l'Égypte. Voilà, on va avoir le mot Égypte, égyptien, pharaon. J'ai vu ça en fait. J'ai vu passer, parce que du coup, c'était le thème de l'année. Et j'ai vu passer aussi plein de dictées sur le thème des JO. Sauf qu'en fait, le thème des Ah oui, JO c'est vrai, en ouais. français, il y a plein de, comment dire, il y a plein de sports qui viennent de l'anglais. Donc en fait, qui ne respectent pas les régularités Ah oui, c'est orthographiques vrai. du français. Donc, si tu veux faire du français, t'es pas en train d'apprendre les régularités orthographiques. Et ça amène beaucoup de difficultés aux enfants parce que du coup, s'ils sont en train de, je sais pas, tu vois, de badminton, handball, football, tous ces mots-là ne sont pas français en fait. Et Du même coup, footballeur, ça mixe le français et ouais, l'anglais. c'est vrai que footballeur, ça mixe les deux. Mais bon, tu vois, c'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Je pense qu'il faut dire aux professeurs de réfléchir un peu en amont aux listes de mots qu'ils proposent et de viser du fréquent, du régulier, si possible, et des mots qui se ressemblent. Par exemple, je vais travailler, bah, je sais pas, par exemple, tout ce qui se termine en ange. Je range, on mange, une frange, une orange, je mange une orange. Enfin, voilà, pour automatiser des, tu vois. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'aborde et je trouve que ça apporte vraiment des résultats, mais rapides, très, très, très intéressants. Parce que ça crée une logique, en fait. On comprend. Ah oui, quand c'est à la fin du mot, c'est souvent cette manière Voilà, d'écrire. voilà. Et Pareil du pour coup, le EAU. En fait, il faut aller piocher dans les régularités orthographiques, du coup, enfin, c'est vraiment ce qui permet de construire le mieux possible l'orthographe lexicale. Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, essayer de pas trop charger, c'est-à-dire pas demander trop à l'enfant, c'est-à-dire je te demande de retenir l'orthographe du mot et de penser à tes accords et de penser à ta conjugaison. C'est compliqué pour un enfant de 8 ans de faire ça. C'est OK pour des enfants de 11 ans, mais à 8 ans, c'est compliqué. Voilà. Donc, d'être très progressif. Voilà. Je te donne les mots. Alors, tu vois, un truc qui peut être facile à faire, c'est par exemple, le lion mange la gazelle. Tu écris la phrase le lion mange la gazelle. Et l'enfant va, lui, à partir du modèle que tu as écrit, le dériver en faisant la lionne mange la gazelle. Du coup, il va déjà penser à mettre les d'accord, ouais. deux N. Et après, on va mettre au pluriel. Les lionnes mangent les gazelles. Qu'est-ce qu'il va falloir faire comme changement là, à ce moment-là, pour que ça fasse les lionnes? Il faut penser à mettre le S, il faut penser à mettre le ENT. Tu vois, en fait, tu peux C'est vrai. dériver comme ça. Ça fait des choses très Proactivité. progressives. Ouais. Ah, super. Et du coup, alors, en fait, on va passer à la raison qui m'a amené à t'inviter. C'est parce que j'ai découvert ton livre sur Instagram à la base, euh, qui est vraiment génial. Donc, comme j'ai dit au début, moi, j'élève mes enfants en Angleterre. Et donc, en fait, bah, j'ai essayé de simplifier, de passer par un jeu et tout. Mais ce que j'adore dans ton livre, c'est vraiment que ça donne toutes ces régularités et il y a plein de petites histoires qui mettent je montrerai un peu après, mais qui font que l'orthographe devient plus logique et plus Mm, mémorable. mm. Euh, et tu donnes des pourcentages, par exemple, enfin, c'est marqué ici, on va prendre celui-là qui est un peu plus compliqué, mais par exemple, les terminaisons en et, E, accent aigu et ER, donc c'est à peu près équivalent, mais il y en a d'autres où c'est beaucoup plus différent, comme les lettres muettes à la fin. Ouais. Euh, ah oui, j'ai bien aimé ce truc de DS, Ah oui, les le DS. jeu de mots avec DS et DS. Ouais. Quand est-ce que ça prend un E? Ça aide vraiment beaucoup à simplifier les choses parce que même moi, comme je l'ai appris en me disant, bah, on m'a toujours dit, bah, ça s'écrit comme ça, tu l'apprends. Mm. J'ai pas forcément fait les rapports entre tel mot et tel mot. Et du coup, pour enseigner à mes enfants, c'est beaucoup plus difficile. Là, il y a tout, c'est très clair, c'est vraiment super pratique. Et du coup, je voulais qu'on partage un peu ça avec bah, tous ceux Oh, bah, qui vont avec assister plaisir. à l'événement. Et pour montrer un peu tout ce qu'il y a là-dedans, je voulais te demander, enfin passer par ce qui m'avait posé problème moi avec l'orthographe quand j'étais à l'école, et parfois même encore maintenant, et te demander comment tu rendrais ça plus mémorable ou plus logique pour Mhm. l'enfant. Donc Mais, le mais tu fais premier, bien de... Ouais, vas-y, dis-moi. ouais. Du coup, alors par exemple, il y a quelque chose qui m'avait posé beaucoup de problèmes quand j'étais petit, c'était le son en, E-N ou A-N. Ah bah oui. Et, euh, et donc, ma mère, qui est japonaise, quand elle a appris, elle a appris à prononcer différemment. Mais moi, en tant que français, j'ai jamais prononcé différemment en et en. Donc, c'était très difficile. Je voulais savoir si tu avais une astuce pour retenir enfin, pour retenir, en fait, comment ça s'écrit ou lequel Ouais. utiliser.
Alors, là, tu as pris du coup l'un des exemples du français les plus difficiles. Parce qu'effectivement, en et en, du coup, en AN et en EN. Alors là, je prends du coup ce qu'on appelle l'archigraphème, c'est-à-dire du coup celui qui représente le plus, parce qu'on retrouve plus de AN et de EN, mais ça comprend le AM, enfin la Oui, variante oui, oui. AM et la variante EM, Ouais. du coup avec la règle du MBP. Mais en gros, du coup, comme tu disais, du coup, mon livre là-dedans, enfin, mon objectif dans ce livre-là, c'était vraiment de simplifier la tâche aux gens et aux enfants. Enfin, du coup, c'est comme ça que j'aborde les choses avec les enfants qui ont des dysorthographies. J'ai besoin, enfin, ils ont besoin qu'on leur montre ce qui est efficace, comment, dans quelle situation on va utiliser tel ou tel son, parce qu'il y a quand même des régularités. Même si du coup, il y a des choses il y a des exceptions. Enfin voilà, Oui. il y a quand même des choses qui sont récurrentes et surtout, j'ai mis un petit système de pourcentage pour que les gens se rendent compte de la proportion. Par exemple, dans le son Z, quand je veux écrire Z, tu as 90% de chances que ce soit un S et seulement 10% que ce soit un Z. Donc c'est hyper important que l'enfant ait cette représentation en tête parce que du coup, ça soulage. Il se dit, bon, bah, en fait, s'il y a 90% de chances que ce soit un S, il vaut mieux que je privilégie le S, tu vois. Ça, c'est hyper important. Et tu as plein de sons comme ça qui, en fait, sont très marqués, c'est très clivé. Tu vas avoir 80% de chances que ce soit celle ou telle. Alors, concernant le en, parce que là, du coup, tu m'as choisi la plus dure, forcément. Là, on est quasiment à du 50-50. Donc, effectivement, c'est hyper difficile dans le en de faire du 50-50. Qu'est-ce que je fais, moi, dans ces conditions-là? Quand j'ai un son qui est quasiment à 50-50. Là, en fait, non, mon premier réflexe, c'est je regarde la fréquence. Est-ce qu'il y a un son qui est plus présent enfin, une graphie qui est plus présent que l'autre? Donc, comme on disait, 90-10. Là, ça règle le problème. Si du coup, on a des sons, par exemple, tu me donnais l'exemple du et accent aigu, ER. euh, Là, on va pouvoir appliquer une autre astuce qui va être la position dans le mot. C'est-à-dire, du coup, tu vois, un ER, tu ne le trouveras pas en début de mot. Le ER sera toujours en Ah, fin de mot. Alors que le et accent aigu, quand tu as un mot qui commence par écureuil, échelle, étoile, c'est du e accent aigu. Donc la stratégie positionnelle peut être vraiment hyper intéressante à utiliser. Voilà, donc ça c'est par exemple pour le et, mais pour le en, on a un problème parce que lui, du coup, il est 50-50 et même en tant que position dans le mot, c'est un peu kiff-kiff. Franchement, c'est un peu kiff-kiff. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Troisième situation, on va aller voir en fonction du type de mot ou en fonction des récurrences, enfin des combinaisons récurrentes. Donc par exemple, en début de mot, enfin, pour le en, quand c'est un verbe, en général, donc en tout début de mot, un mot qui va commencer un verbe qui commence par en, ça va être en ou em, selon du coup. Donc entourer, entendre, embrasser, embarquer, etc., ça va être en. d'accord. Voilà. Pareil pour le endre. Du coup, en fin de mot, si ça se termine en endre, ça va être en aussi. Descendre, entreprendre, des choses comme ça. Euh, En fait, il va falloir voir dans ces mots-là, c'est plutôt les combinaisons de sons qui vont être utiles. Avec le che, tu vois, avec le son che, Mhm. branche, chambre, donc que ce soit avant ou après un che, ça va être le AN qui va prédominer. Pareil avec le son je, ça va être le orange, range, mange, frange. Dans la combinaison ange, tu vois, c'est toujours le AN qui prédomine, en fait, tu vois. En fait, et du coup, moi, c'est ce que j'ai répertorié dans mon livre. Tu as plein de petites combinaisons comme ça qui sont... et pour ce son-là, en l'occurrence, l'astuce, c'est surtout d'aller voir en fonction de ses récurrences. Avec le feu, avec le son feu, et les fan, fantôme, enfant, on va avoir plutôt le AN qui va venir après, tu vois. C'est Euh, super utile de savoir ça. voilà. Mais du coup, c'est pour ça que c'est important d'apprendre aux enfants les récurrences et les combinaisons qui reviennent le plus, en fait. Ouais. Parce que ça va leur permettre d'acquérir un bon automatisme. Voilà. Ouais. Du coup, maintenant, j'aimerais te demander par rapport aux homophones. En Ah fait, oui. par exemple, enfin, le foi, euh, il était une fois, ou la foi en Dieu, par exemple. Hmm. Euh, donc ça, c'est trois mots qui se ressemblent. Moi, je l'ai appris surtout en me disant,
bah, j'ai surtout appris foi, il était une fois avec un S, Mm. donc en fait, en expression, mais j'avais plus de mal avec voix, VOIE, S, X. Et du coup, comment tu fais avec les homophones? Est-ce que c'est par fréquence ou tu as Alors, d'autres ça, c'est astuces? compliqué. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est compliqué. Là, du coup, tu abordes enfin, comment dire, la question pour laquelle il va falloir venir mettre des petits moyens mnémotechniques. Ouais, En fait, moi, j'utilise du coup souvent l'orthographe illustrée dans ces cas-là, les techniques d'orthographe illustrée, parce qu'en fait, là, pour le coup, le mot se prononce pareil, c'est juste que du coup, il a une lettre muette qui va être différente. Alors souvent, quand je peux, quand c'est possible, je raconte un peu la petite histoire du mot. Par exemple, la voix, ça vient du latin vox. Voilà, du coup, ça va, si tu vas chercher dans l'étymologie, dans l'histoire du mot, enfin en tout cas moi tu vois avec ma fille elle est passionnée de ça, alors peut-être parce que moi je suis passionnée de ça et que du coup je lui transmets ça, mais même avec des enfants, je sais avec les patients, quand on leur raconte la petite histoire, l'origine, le pourquoi du comment, alors quand on le sait, il y a des fois c'est pas possible, mais tu vois, quand on peut leur dire, faire sonner cette lettre muette, tu vois, parce que du coup l'origine latine le permet. Ou parce que du coup, il y a des mots de la même famille. Tu sais, des fois, ça arrive aussi, tu vois, le toit, la toiture, chocolat, chocolatier, ça peut aider. Donc ça, moi, je privilégie ça. Quand je peux, du coup, donner une origine et une histoire, je le fais. Parce que du coup, ça va créer chez l'enfant un, lien entre un les... lien. C'est ça. D'ailleurs, j'avais oublié, tout à l'heure, tu parlais de ça. Plus on peut créer de liens, en fait, toi, tu disais que tu avais appris sans lien. On te disait d'apprendre comme ça et tu ne faisais pas de lien. Plus tu amènes l'enfant à créer des liens, soit entre les mots qu'il connaît déjà, soit avec une histoire, et plus ça va du coup ancrer le souvenir. Et quand ça n'est pas possible, parce que c'est aussi, voilà, par exemple, le mot foi, le foie, la partie du corps avec la foi chrétienne, enfin la foi religieuse, là, il n'y a pas en fait d'explication. Ben là, du coup, il vaut mieux passer par du dessin, par exemple. Moi, je ferais un petit dessin de foi, par exemple, sur le E, ou on peut, en fait, il faut essayer de trouver une petite, voilà, quelque chose qui va te permettre de te rappeler soit une rime, soit, enfin, je sais pas, par exemple, enfin, il y a un support intéressant qui existe, là, ça me fait penser à ça, qui s'appelle Dessine-moi un mot. Tu as une boîte qui s'appelle Dessine-moi un mot qui est spécialement fait sur les homophones, en fait, justement, avec mère, 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 vert, vert, vert. Tu vois, par exemple, le mot vert, alors, le mot vert, par exemple, on va avoir la couleur verte. Là, c'est Oui, facile. Du coup, ouais, moi, je l'exclus tout de suite. J'explique aux enfants parce que je fais le lien avec les mots de la même famille. ouais. Euh, je vais vers la plage, par exemple, je dessine une flèche, du coup, parce que c'est Ah, le petit mot qui va m'indiquer la direction. Donc, le S, je le transforme en flèche de direction, tu vois. d'accord, Je ouais. vais vers le verre à boire, je dessine du coup les deux airs, je le dessine comme, enfin, deux verres qu'on peut trinquer, enfin, qui peuvent C'est trinquer. vrai, ouais, En fait, l'idée là de l'orthographe illustrée, c'est de venir mettre l'accent sur la difficulté orthographique, mais en y apportant une petite histoire ou un petit truc. Tu te rappelles, tu vois, quand on a parlé du mot vert, on a fait un truc que, ah oui, tu as dessiné deux vers, donc il y a deux airs. Ah oui, enfin voilà, on crée du souvenir comme ça autour du mot grâce à l'orthographe illustrée. Alors, ouais, il y a des orthophonistes qui ont créé des répertoires d'orthographe illustrée hein, qui sont facilement trouvables en ligne. C'est quelque chose qu'on utilise et qu'on utilisait beaucoup. Alors moi, en début de carrière, j'utilisais ça beaucoup, mais je me suis rendu compte de la limite. C'est-à-dire que c'est pour ça, c'est une technique qui est très intéressante parce que du coup, justement, ponctuellement, elle va venir nous aider à mémoriser des mots qui se ressemblent. Par contre, elle a ses limites parce que tu peux pas t'amuser à retenir un dictionnaire entier avec toutes les particularités. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que moi, je préfère toujours privilégier d'abord la récurrence, la régularité orthographique. Enfin, tout ce qui va être lien, histoire, voilà. Et ensuite, quand ça n'est pas possible, prendre cette astuce-là, ça fonctionne bien. d'accord. Ok, super. Et alors peut-être un dernier. Donc il y en a plein vraiment là-dedans. Tu parlais d'histoire et tout. Il y a des petites histoires aussi qui expliquent pourquoi on écrit comme ci, comme ça, où Oui. tu crées des liens avec les illustrations. Je voulais juste te demander un dernier, c'est par rapport aux consonnes qu'on double, aux lettres Ah qu'on oui, double. ça c'est un gros Euh, sujet. Comment on peut retenir qu'une lettre se double ou pas? En fait, encore une fois, tu vas avoir une histoire de récurrence.
Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus facile, parce que du coup, euh, j'ai essayé plein de choses avec les enfants. Alors, en général, en début de mot, par exemple, hâte, les mots en hâte, attendre, attirer, attention, attraper. Souvent, ça s'explique par le fait qu'on est venu mettre un préfixe à un autre mot. Par exemple, apprendre, on a venu coller le préfixe à au mot prendre. Du coup, pouf, ça a fait doubler. Pareil pour attendre. On a du coup fait attendre. Donc c'est pour ça que du coup, mais en général, en fait, finalement, d'expliquer tout ça, ça alourdit beaucoup le processus, finalement, pour avoir testé. Ce que je recommande finalement, c'est encore une fois, là, d'utiliser des images frappantes. C'est-à-dire que du coup, on va grouper ensemble, tu vois, comme dans le livre, des choses qui vont se ressembler. Tiens, attends, je te montre peut-être à l'écran, on avait ça. Voilà. Moi, du coup, j'ai mis ensemble les principales fois où ça va comment dire, se doubler. Donc là, par exemple, j'ai mis en début de mot, on va Ouais, voir attaque à part. Et du coup, j'en ai fait un cri de guerre. Attaque à part, tu vois, on part à l'attaque. Attaque à part. Là, du coup, tu crées un souvenir. Pareil, en général, les jeunes, je leur dis, tiens, retiens ça, attaque à part. Ça te fera penser, du coup, qu'à chaque fois que tu as un mot qui commence par hack, app ou art, tu as toutes les chances qu'il y ait à doubler cette consonne. Voilà, ça c'est... En fait, comment dire? Pour répondre à ta question, il y a des histoires de récurrence et de fréquence. Voilà, on va avoir plus souvent des mots qui commencent en hâte, mais le mieux, là, pour le coup, pour tous les brasser, c'est plutôt de créer des petites histoires ou des choses voilà, qui sont récurrentes, tu vois. Comme moi, je trouve que c'est le plus efficace. Half of F, mettre ensemble, comme ça, l'enfant, du coup, retient la petite phrase comme des onomatopées. Et c'est beaucoup plus efficace parce que du coup, voilà, c'est plus efficace que de leur expliquer que c'est un préfixe, un suffixe. Là, pour le coup, en général, je trouve que ça alourdit quand même beaucoup le processus d'apprentissage. Par exemple, c'est pareil pour les mots en i. Illisible, irréel, c'est le préfixe i qui a été collé au mot réel. ouais. Irréel, illogique, illégal. En fait, voilà. On double du coup à ce moment-là parce que je ne saurais pas t'expliquer d'ailleurs pourquoi exactement on a doublé. Mais tu vois, quand tu te plonges un peu dans l'histoire de la langue française et de l'orthographe, tu vois qu'il y a eu beaucoup de complexification, notamment à la période du XVIIe siècle, parce que du coup, enfin bon, la langue française fait partie des langues d'origine latine qui a été artificiellement complexifiée. Parce que quand Ah tu oui, vois c'est vrai. l'italien ou l'espagnol, qui sont aussi des langues latines, qui ont conservé, elles, pour le coup, une orthographe beaucoup plus pure, si j'ai envie de dire, beaucoup plus originelle. Le français, elle, en fait, il y a eu des savants qui ont eu envie de revenir. En fait, il y a eu un retour un petit peu artificiel à du grec. Donc, c'est pour ça qu'on est venu rajouter du PH. C'est pour ça qu'on est venu aussi complexifier des choses qui, à l'origine, dans le latin vulgaire et le français vulgaire du début, étaient plutôt simples, en fait. Donc, c'est pour ça que ces Ouais, complexités-là, des fois, voilà, il faut pouvoir trouver des petites astuces, des petites récurrences pour aider les enfants à les mémoriser, quoi. ouais. Bah, merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça donne un très bon exemple. Enfin, on a donné quelques très bons exemples de ce qu'il y a dans ton livre. Donc, ah oui. Alors, pour finir, est-ce que tu pourrais, s'il y avait une chose que tu voudrais que tous les enfants qui se disent, ah, je suis nul en orthographe, s'il y a une chose que tu voudrais leur dire, qu'est-ce que ce serait? Que c'est pas du tout une fatalité. Vraiment, tout est possible à tout âge et je le vois, mais tous les jours dans mon cabinet, tu vois. L'année dernière, j'ai reçu un jeune de 15 ans. 15 ans, ça commence à être un âge assez avancé, tu vois. Il a déjà de l'expérience, il a déjà acquis pas mal de mauvaises images de lui et tout. Il était dépité, tu vois. Il se disait, mais en fait, on va jamais y arriver, j'arriverai jamais à écrire et tout. Je dis, mais pas de fatalité, je te jure que si on te donne les bonnes clés, tu vas y arriver. Il a fallu 6 mois à cet ado. 6 mois, donc en gros pour parcourir les 50 régularités orthographiques, pour acquérir une orthographe, enfin voilà, il a eu ses déclics, ça lui a permis. En fait, aborder l'orthographe sous ce plan-là, c'est-à-dire de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire du coup, c'est toujours comme ça, je prends souvent cette métaphore pour l'orthographe française, c'est-à-dire que il y a beaucoup de régularité.
contrairement à ce qu'on pense. Mais souvent, on le présente sous, en fait, il y a beaucoup d'exceptions. Donc, les enfants ont souvent l'impression que l'orthographe française est pleine d'exceptions, pleine de difficultés, et on présente toujours le côté sombre, alors qu'en fait, quand on regarde vraiment la Constitution, il y a beaucoup plus de régularité, de récurrence que Ouais, l'inverse. Et du coup, vaut mieux voir ce côté plein et se ouais, dire je vais réussir à 85-90% du temps et laisser la petite part d'irrégularité, voilà, oui, je les apprendrai. Mais du coup, se concentrer sur ce côté-là, parce que du coup, ça aide vraiment à bien progresser et on peut le faire à tout âge. Et ça peut ne pas prendre vraiment longtemps, quoi. super. Merci Voilà. beaucoup. Du coup, bah, pour tous ceux qui sont intéressés par ce livre, donc mon répertoire des régularités orthographiques de Laura Marie, je vais mettre le lien dans la description, mais c'est sur Amazon. Est-ce que c'est autre part aussi ou... Il est sur Amazon et sur la plateforme Lulu, qui est une autre plateforme d'auto-édition pour ceux qui du coup n'aiment pas Amazon, mais du coup il ne peut Ouais, pas être commandé en librairie parce que je fais vraiment de l'auto-édition. ouais, Et comme je n'ai pas le statut de maison d'édition, je ne peux pas être commandé en librairie. Mais du coup, voilà, il y a Amazon qui fait de l'impression à la demande pour moi et Lulu pour ceux qui n'aiment pas Amazon. Mais voilà, super. Et puis tu partages aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc je vais laisser tes liens aussi en description. Et c'est aussi tout dans le programme. ça marche. Merci beaucoup encore Avec grand d'être plaisir. venu. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.